le 24 février 1991. La salle des opérations dans le bâtiment de l'état-major général sur le quai Frunzenskaya était épaisse de fumée de cigarettes et de tension. Dehors, Moscou était prise dans l'étau d'un hiver brutal. Mais à l'intérieur, 2 douzaines des officiers militaires les plus hauts gradés de l'Union soviétique étaient assis en silence, les yeux fixés sur les grands écrans, diffusant la couverture en direct par CNN de l'opération Tempête du désert. Le général Mikhail Moïseïev, chef de l'état-major général soviétique, était assis au premier rang, son visage illuminé par la lueur bleue des moniteurs. À 52 ans, il était l'un des plus jeunes hommes à avoir jamais occupé son poste, un vétéran d'Afghanistan qui avait gravi les échelons durant les dernières années de la guerre froide. Maintenant, alors qu'il regardait les forces américaines démanteler systématiquement l'armée irakienne, une armée entraînée, équipée et organisée selon la doctrine soviétique, il ressentait quelque chose proche de la nausée. « Rembobinez ça », dit-il calmement au technicien. « Montrez-moi à nouveau l'attaque Apache. » Les images reculèrent, puis avancèrent. Imagerie de vision nocturne, verte et granuleuse, montrant des hélicoptères américains AH-64 Apache engageant des positions irakiennes. Les Irakiens ne les virent jamais venir. Des missiles Hellfire, guidés par laser, traversèrent l'écran et un par un, les chars irakiens DT-72 de fabrication soviétique, la fierté de la conception blindée soviétique, explosèrent en éclairs blancs brillants. 34 chars détruits dans les 90 premières secondes, dit le général de corps d'armée Makhmoud Gareyev, un théoricien militaire et historien qui avait combattu durant la Seconde Guerre mondiale. Sa voix était creuse. Ils n'ont même pas tiré un seul coup. Derrière eux, de jeunes officiers murmuraient entre eux avec incrédulité. Certains prenaient des notes frénétiquement, d'autres fixaient simplement, leur visage pâle. Ils regardaient l'avenir de la guerre et cela ne ressemblait en rien à ce pourquoi ils s'étaient préparés. Le général Valentin Varenikov, commandant des forces terrestres soviétiques, se leva brusquement et marcha vers la fenêtre, le dos tourné aux écrans. À 64 ans, il était de la vieille école militaire soviétique, un vétéran de la Grande Guerre patriotique, un homme qui croyait en la mobilisation de masse, en la supériorité des armes soviétiques, en l'inévitabilité de la victoire socialiste. Ce qu'il voyait sur ces écrans remettait en question tout ce sur quoi il avait bâti sa carrière. « C'est de la propagande », dit-il sans se retourner. « De la propagande américaine. Ils exagèrent leur succès, font croire que c'est plus facile que ça ne l'est. Les Irakiens vont contre-attaquer, ils ont 1 million d'hommes sous les armes. Ils ont... » Valentin Ivanovitch, interrompit doucement Moïseïev. Nous avons nos propres renseignements, nos satellites, nos observateurs à Bagdad. Ce n'est pas de la propagande, c'est ce qui se passe réellement. Varenikov se retourna, le visage rouge. Alors les Irakiens sont des lâches. Ils ne se battent pas. Une vraie armée, une armée soviétique serait détruite tout aussi rapidement, dit le général Makhatchov, commandant du district militaire de l'Oural-Volga. La salle devint silencieuse. C'était une chose de le penser, c'en était une autre de le dire à voix haute. Varenikov avait l'air d'avoir été giflé. « Vous ne savez pas ça, vous ne pouvez pas... » « Regardez l'écran, dit Makhatchov, sa voix dure. Les Irakiens utilisent nos tactiques, notre équipement, notre doctrine, tout ce que nous leur avons enseigné. Et ils se font massacrer, pas vaincre, massacrer. Il y a une différence. Sur l'écran, CNN montrait des images de l'autoroute de la mort, la route du Koweït à Bassora, où les forces irakiennes en retraite avaient été prises à découvert par des avions américains. Les images étaient apocalyptiques, des centaines de véhicules brûlés et tordus, des corps éparpillés parmi les débris, le désert transformé en cimetière. Combien d'avions ont-ils perdu en faisant ça ? Demanda le général Yevgeny Chapochnikov, commandant de l'armée de l'air soviétique. L'officier du renseignement consultant ses notes répondit « Dans cette attaque particulière, aucun, monsieur. Les Américains ont perdu un total de 38 avions dans toute la campagne. Les Irakiens en ont perdu plus de 300, plus l'intégralité de leur système de défense aérienne intégré. » Chapochnikov ferma les yeux. Il avait passé toute sa carrière dans l'armée de l'air soviétique,
avaient aidé à concevoir la doctrine qui était censée leur donner la supériorité aérienne sur l'OTAN dans toute guerre européenne. Et maintenant, ils regardaient cette doctrine exportée en Irak être déchiquetée par une technologie et des tactiques américaines qu'ils comprenaient à peine. « Les avions furtifs », dit-il calmement. « C'est la clé. Leurs F-117 ont détruit le réseau de défense aérienne dans les premières heures. Sans défense aérienne, tout le reste s'effondre. Nous n'avons rien qui puisse égaler la furtivité, dit son adjoint, le général Deinekin. Rien même d'approchant. Nos meilleurs radars ne peuvent pas les voir. Nos missiles ne peuvent pas les toucher. Ils peuvent frapper n'importe où, n'importe quand, et nous ne pouvons pas les arrêter. Moïseïev se leva et marcha vers l'avant de la salle faisant face à ses officiers. Il avait l'air épuisé. Et pas seulement à cause de l'heure tardive, durant les 3 derniers jours depuis que la guerre terrestre avait commencé. Il avait à peine dormi. Il avait compilé des rapports, analysé des données, essayant de comprendre les implications de ce qu'ils étaient en train de voir. « Camarades, dit-il, nous devons faire face à la réalité. Ce que nous regardons n'est pas seulement la défaite de l'Irak, c'est l'obsolescence de la doctrine militaire soviétique. Tout ce pourquoi nous nous sommes préparés, tout ce pourquoi nous nous sommes entraînés est en train d'être prouvé faux en temps réel. C'est un discours défaitiste, dit Varenikov avec colère. Nous sommes l'armée soviétique. Nous avons vaincu l'Allemagne nazie. Nous avons vaincu l'Allemagne nazie avec une mobilisation de masse et des pertes massives, interrompit Moïseïev. 27 millions de morts. Nous avons gagné par le simple nombre et la volonté de sacrifier. Mais ceci, il fit un geste vers les écrans. Ceci est un type de guerre différent. Armes de précision, technologie furtive, renseignements en temps réel, guerre centrée sur les réseaux. Nous n'avons rien de tout cela. Il fit une pause, laissant ses mots s'imprégner. Les Américains mènent une guerre du XXIe siècle. Nous sommes encore préparés à mener une guerre du XXe siècle, et si jamais nous les affrontons dans un combat réel, nous perdrions lourdement. La réunion se termina près de minuit, mais Moïseïev demanda à plusieurs officiers supérieurs de rester. Gareyev, Shapochnikov et le général Vladimir Lobov, premier adjoint du chef de l'état-major général. Ils se déplacèrent vers une salle de conférence plus petite, loin des officiers subalternes et des omniprésents officiers politiques qui rapportaient au parti communiste. Moïseïev versa de la vodka dans 5 verres et les distribua. Pendant un moment, ils restèrent simplement assis en silence, le poids de ce qu'ils avaient vu pesant sur eux. « Comment est-ce arrivé » demanda finalement Shapochnikov. « Comment ont-ils pris une telle avance sur nous ?» Gareyev, l'historien militaire, répondit. Cela se construit depuis 20 ans. Après le Vietnam, les Américains ont complètement réformé leur armée. Ils ont étudié leurs échecs. Ils ont développé une nouvelle doctrine. Ils ont investi dans la technologie, les armes de précision, la furtivité, les satellites, les ordinateurs. Pendant ce temps, nous... Il s'interrompit, secouant la tête. Pendant ce temps, nous avons stagné, termina Lobov. Nous avons continué à construire les mêmes chars, les mêmes avions, la même doctrine. Nous avons supposé que ce qui fonctionnait en 1945 fonctionnerait pour toujours. Nous avions tort. Ce n'est pas seulement la technologie, dit Moïseïev. Avez-vous vu comment ils opéraient ? La coordination entre les forces aériennes et terrestres, la vitesse de prise de décision, l'initiative donnée aux officiers subalternes. Ce n'est pas seulement de l'équipement, c'est une culture. C'est une façon différente de penser la guerre. Il sortit un dossier et l'ouvrit. J'ai lu des revues militaires américaines. Après le Vietnam, ils ont développé quelque chose appelé la doctrine de bataille aéroterrestre. L'idée est d'utiliser des frappes en profondeur et la guerre de manœuvre pour détruire la capacité de l'ennemi à combattre, pas seulement pour occuper un territoire. Ils intègrent toutes leurs forces aériennes, terrestres, navales, actifs spatiaux en un seul système. Nous avons des opérations intégrées, Baok, protesta Varenikov. Nous avons de la coordination, corrigea Moïseïev. C'est différent. Les Américains ont une vraie intégration. Chaque soldat, chaque char, chaque avion est en réseau ensemble. Ils partagent l'information en temps réel. Un pilote peut voir ce qu'un commandant au sol voit. Un équipage de chars peut appeler un soutien aérien et l'avoir en quelques minutes. Ce n'est pas de la coordination, c'est un système. Shapochnikov hocha lentement la tête.
Et nous n'avons rien de tel. Nos communications ont des décennies de retard. Nos ordinateurs sont primitifs. Notre doctrine suppose toujours que nous combattrons comme nous avons combattu durant la Seconde Guerre mondiale. Formation de masse, opération de percée et exploitation. Ce qui est exactement ce que les Irakiens ont essayé de faire, dit Gareyev. Ils ont massé leurs forces au Koweït. Ils se sont retranchés. Ils se sont préparés pour un assaut frontal. Et les Américains sont simplement passés autour d'eux, les ont coupés et les ont détruits morceau par morceau. Lobov se versa une autre vodka. Alors, que faisons-nous? Comment comblons-nous cet écart? La salle devint silencieuse parce qu'ils connaissaient tous la réponse et elle était terrifiante. « Nous ne pouvons pas, dit finalement Moïseyev. Pas avec notre économie actuelle, pas avec notre base technologique actuelle. Les Américains dépensent 3 fois ce que nous dépensons pour la défense et leur économie est 4 fois plus grande. Ils peuvent se permettre de développer des avions furtifs et des armes de précision et des réseaux de satellites. Nous pouvons à peine nous permettre de maintenir ce que nous avons. » Il se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la nuit moscovite. « L'Union soviétique s'effondre, camarades. Nous le savons tous. L'économie est en chute libre. Les républiques exigent l'indépendance. Le Parti communiste perd le contrôle. Et notre armée, la grande armée soviétique qui a vaincu Hitler, est obsolète. » « Alors nous capitulons simplement, dit Varenikov amèrement. Nous acceptons simplement l'hégémonie américaine. Nous acceptons la réalité, dit Moïseyev. Et la réalité est que nous ne pouvons pas rivaliser militairement avec les États-Unis. Pas maintenant, peut-être jamais. À travers Moscou, dans un bâtiment anonyme près de la place Loubianka, un autre groupe d'officiers soviétiques regardait les mêmes images. Mais ce n'étaient pas des officiers de l'état-major général, c'étaient des GRU, le renseignement militaire soviétique, et leur analyse était encore plus pessimiste. Le général de corps d'armée Yevgeny Timokhin, chef du GRU, était assis avec ses analystes principaux, examinant des rapports classifiés d'observateurs soviétiques en Irak. Contrairement aux images aseptisées de CNN, ces rapports incluaient des évaluations détaillées des pertes irakiennes, des pertes d'équipement et de l'effondrement complet du commandement et du contrôle. Les divisions de la garde républicaine ont cessé d'exister en tant que formation combattante, rapporta un analyste. La division Tawakalna, leur meilleure unité, a été détruite en moins de 6 heures. Les Américains ont perdu 12 hommes. Les Irakiens ont perdu environ 3000 hommes avec 5000 autres capturés. 6 heures, répéta Timokhin. La division Tawakalna était équipée de notre meilleur équipement d'exportation, char T-72, véhicule de combat d'infanterie BMP, système de défense aérienne SA-6, et elle a été détruite en 6 heures. Pas détruite, corrigea l'analyste. Anéantie. Il y a une différence. Détruite signifie qu'ils ont combattu et perdu. Anéantie signifie qu'ils ont à peine eu la chance de combattre. Un autre analyste prit la parole. Monsieur, nous devons parler des implications pour nos propres forces. Les Américains ont démontré des capacités que nous ne savions pas qu'ils avaient. Leur renseignement était parfait. Ils savaient où se trouvait chaque unité irakienne, jusqu'aux bataillons individuels. Leurs armes de précision ont touché des cibles avec une précision au mètre près. Leurs avions furtifs ont opéré en toute impunité. Et leur logistique, ajouta un autre. Ils ont déplacé 500 000 soldats et tout leur équipement à mi-chemin autour du monde en 6 mois, puis ils les ont soutenus dans des opérations de combat sans problème d'approvisionnement. Nous pouvons à peine soutenir des opérations en Afghanistan, qui partagent une frontière avec nous. Timokhin hocha la tête d'un air sombre. Il argumentait depuis des années que l'armée soviétique prenait du retard, mais personne ne voulait écouter. La direction politique voulait entendre que l'armée soviétique était invincible. L'état-major général voulait croire que la doctrine soviétique était supérieure, et l'industrie de la défense voulait continuer à construire le même équipement qu'elle construisait depuis des décennies. « Je prépare un rapport pour le président », dit Timokhin. Je vais lui dire que si jamais nous menions une guerre conventionnelle avec l'OTAN, nous perdrions de manière décisive. La seule chose qui nous garde en sécurité est notre arsenal nucléaire. Vous serez accusé de défaitisme, avertit un de ses adjoints. Je serai accusé de dire la vérité, corrigea Timokhin. Et en ce moment, c'est plus important que ma carrière.
Le 28 février 1991, 100 heures après le début de la guerre terrestre, le président George H.W. Bush ordonna un cessez-le-feu. L'armée irakienne avait été mise en déroute, le Koweït avait été libéré, la guerre était terminée. À Moscou, la direction militaire soviétique se rassembla une dernière fois pour évaluer ce qui s'était passé. L'ambiance était funèbre. Moïseïev présenta ses conclusions à un petit groupe qui incluait le ministre de la Défense Dmitri Yazov et plusieurs membres du bureau politique. Son rapport était franc au point d'être brutal. La guerre du Golfe a démontré que la doctrine militaire soviétique est obsolète, commença-t-il. Notre équipement, nos tactiques, notre entraînement, notre organisation, tout cela a une génération de retard sur les Américains. Si nous affrontions l'OTAN dans une guerre conventionnelle, nous perdrions. Yazov, un partisan de la ligne dure qui s'était opposé aux réformes de Gorbatchev, se hérissa. C'est inacceptable. Nous devons nous moderniser pour... Pour faire quoi ? Interrompit Moïseïev. Pour dépenser de l'argent que nous n'avons pas sur une technologie que nous ne pouvons pas développer. Camarades ministres, notre économie s'effondre. Nous ne pouvons même pas payer nos soldats à temps. Comment allons-nous développer des avions furtifs et des armes de précision ? Il passa à la diapositive suivante, montrant les dépenses de défense comparatives. Les Américains dépensent 300 milliards par an pour la défense. Nous dépensons environ 150 milliards. Et la plupart de cela va au maintien de nos forces nucléaires et au paiement du personnel. Il ne nous reste rien pour la modernisation. Alors nous devons augmenter les dépenses de défense, dit un des membres du bureau politique. Avec quoi ? Demanda Moïseïev. Nous manquons de devises fortes, nos usines sont dépassées, notre base technologique a des décennies de retard. Même si nous avions de l'argent illimité, nous ne pourrions pas rattraper notre retard. Les Américains ont trop d'avance. Le général Gareyev prit la parole. Il y a un autre facteur que nous devons considérer. La guerre du Golfe n'était pas seulement une victoire militaire pour les Américains. C'était une victoire politique. Ils ont assemblé une coalition de 30 pays. Ils ont obtenu l'approbation de l'ONU. Ils avaient des États arabes combattant à leur côté contre un autre État arabe. C'est sans précédent. Et cela signifie, ajouta Moïseïev, que les Américains ont gagné la guerre idéologique. Les pays veulent s'aligner avec eux, pas avec nous. Notre modèle, le modèle soviétique, est vu comme un échec. Et après ce que le monde vient de regarder en Irak, notre modèle militaire est vu comme un échec aussi. La salle était silencieuse. C'étaient des vérités que personne ne voulait dire à voix haute, mais elles ne pouvaient plus être niées. Finalement, Yazov parla. « Alors, que recommandez-vous » Moïseïev prit une profonde inspiration. « Je recommande que nous repensions fondamentalement notre posture de défense. Nous ne pouvons pas rivaliser avec les Américains en force conventionnelle. Nous devons accepter que notre sécurité devra dépendre de notre dissuasion nucléaire et de la diplomatie, pas de la capacité à gagner une guerre conventionnelle. » « C'est une capitulation, » dit Varenikov amèrement. « C'est la réalité, » répondit Moïseïev. « Et si nous ne l'acceptons pas, nous nous ruinerons en essayant de rivaliser dans une course aux armements que nous ne pouvons pas gagner. » Dans les semaines et les mois qui suivirent, les implications de la guerre du Golfe se répercutèrent dans tout l'établissement militaire soviétique. Les officiers, qui avaient passé leur carrière à se préparer à combattre l'OTAN, réalisèrent que leur plan ne valait rien. Les industries de défense qui avaient construit des milliers de chars et d'avions réalisèrent que leurs produits étaient obsolètes. Les académies militaires qui avaient enseigné la doctrine soviétique pendant des décennies réalisèrent qu'elles devaient réviser complètement leur programme. Mais il n'y avait pas d'argent pour la réforme. L'économie soviétique était dans sa spirale mortelle finale. En août 1991, seulement 6 mois après la fin de la guerre du Golfe, des partisans de la ligne dure tentèrent un coup d'État contre Gorbatchev, en partie motivé par la crainte qu'il laisse l'Union soviétique et son armée s'effondrer. Le coup d'État échoua, mais il accéléra l'effondrement même qu'il était censé empêcher. En décembre 1991, l'Union soviétique cessa d'exister. L'armée qui avait regardé les Américains détruire l'Irak se retrouva sans pays. Les officiers qui s'étaient rassemblés dans cette salle des opérations pour regarder CNN se dispersèrent dans différentes républiques, différentes carrières, différentes vies.
Certains, comme Moïseïev, tentèrent de réformer l'armée russe qui émergea de l'effondrement soviétique. Mais sans argent, sans technologie, sans volonté politique de faire des choix difficiles, leurs efforts échouèrent largement. L'armée russe des années 1990 devint l'ombre de l'armée soviétique, sous-financée, démoralisée, corrompue. D'autres, comme Bennikov, n'acceptèrent jamais ce qu'ils avaient vu. Ils continuèrent à croire que la doctrine soviétique était solide, que l'équipement soviétique était adéquat, que la guerre du Golfe était une aberration. Ils blâmèrent les Irakiens pour leurs mauvaises performances, blâmèrent Gorbatchev pour avoir trahi l'armée, blâmèrent tout le monde sauf eux-mêmes pour l'obsolescence dont ils avaient été témoins. Mais quelques jeunes officiers, colonels et commandants qui avaient observé attentivement la guerre du Golfe commencèrent à penser différemment. Ils étudièrent la doctrine américaine, ils analysèrent ce qui avait fonctionné et ce qui n'avait pas fonctionné. Ils commencèrent à développer de nouvelles idées sur la façon de mener une guerre moderne, même avec des ressources limitées. L'un de ces officiers était un jeune colonel nommé Valery Gerasimov, qui deviendrait finalement chef d'état-major général des forces armées russes. Un autre était Vladimir Poutine, un officier du KGB qui regarda la guerre du Golfe et tira ses propres conclusions sur la puissance américaine et la faiblesse russe. Des années plus tard, lorsqu'on l'interrogea sur la guerre du Golfe, Moïseïev déclara « Nous savions que nous étions en retard sur les Américains, mais nous ne savions pas à quel point, jusqu'à ce que nous les regardions détruire, une armée entraînée et équipée exactement comme la nôtre. C'était comme regarder nos propres funérailles. » Gareyev, l'historien militaire, écrirait « La guerre du Golfe marqua la fin de l'ère militaire soviétique. Tout ce que nous avions construit depuis 1945, notre doctrine, notre équipement, notre façon de penser la guerre fut prouvée obsolète en 100 heures. Nous nous étions préparés à combattre à nouveau la Seconde Guerre mondiale. Les Américains étaient passés à un type de guerre complètement différent. » Et Shapochnikov, qui servirait brièvement comme dernier ministre de la Défense de l'Union soviétique, réfléchirait. La tragédie n'était pas que nous ayons perdu la guerre froide. La tragédie était que nous l'ayons perdue et ne nous en soyons pas rendus compte, jusqu'à ce que nous regardions les Américains détruire l'Irak. À ce moment-là, il était trop tard pour y faire quoi que ce soit. Ce que les commandants soviétiques dirent lorsqu'ils regardèrent les États-Unis détruire l'armée irakienne en 100 heures était en essence ceci. Nous sommes finis, pas vaincus au combat. Ils ne livrèrent jamais cette bataille, mais rendus obsolètes par la technologie, la doctrine et l'économie. Ils ne pouvaient pas rivaliser. Ils le dirent de différentes manières, certains avec colère, certains avec résignation, certains avec déni. Mais ils comprirent tous la vérité fondamentale. L'armée soviétique, qui avait vaincu l'Allemagne nazie et tenu la ligne contre l'OTAN pendant 45 ans, ne pouvait pas rivaliser avec l'armée américaine de 1991. Et cette prise de conscience, plus que toute décision politique, plus que toute crise économique, marqua la véritable fin de l'Union soviétique en tant que superpuissance. Parce qu'une nation qui ne peut pas se défendre, qui ne peut pas projeter sa puissance, qui ne peut pas rivaliser militairement avec ses rivaux, n'est pas une superpuissance. C'est juste un autre pays qui lutte pour survivre dans un monde qui l'a dépassé. La guerre du Golfe ne causa pas l'effondrement de l'Union soviétique, mais elle révéla cet effondrement à la direction militaire soviétique d'une manière qui ne pouvait être niée ou ignorée. Et dans la salle des opérations sur le quai de la Frunzenskaya, regardant les forces américaines démanteler systématiquement une armée qui ressemblait exactement à la leur, les commandants soviétiques virent leur propre avenir et cela les terrifia.